Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne vais pas prendre la parole tout de suite très longtemps. Je vais juste vous remercier d'être là et nous allons accueillir nos hôtes, nous sommes co-organisateurs avec Sainte-Catherine de cette soirée, mais j'ai le plaisir, moi, au nom du Sœurs Optimistes International d'Avignon, de vous accueillir ce soir, d'accueillir notre conférencière principale, le docteur Isabelle Sarfati, le président de Sainte-Catherine, Centre du cancer Avignon-Provence, pas d'erreur, Monsieur Sicard, et le docteur Serin, vice-président de Sainte-Catherine, et notre interlocuteur, j'oserais dire de toujours, qui s'exprime sur France Bleu Vaucluse en déclamant sa flamme pour le sort optimisme. Et absolument, je vous ai entendu. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite à Monsieur Sicard, qui peut parler soit du pupitre, soit de la table, si vous préférez. C'est comme vous le souhaitez. Je vais prendre un tout petit mot pour introduire. Bonsoir. Après les mots d'accueil de Christine Martella, je voulais dire le plaisir que nous avons, nous, dans le cadre de l'Institut Sainte-Catherine, de collaborer depuis de très nombreuses années avec les Sœurs Optimistes. Les présidentes successives, Monique Albergati, que j'ai vu qui est là, ça, et la présidente Christine Martella, ont toujours fait confiance à Sainte-Catherine pour l'aider dans sa démarche dans les soins de support. Parce que nous le savons bien, le cancer est une maladie qui touche, bien entendu, qui est une maladie biologique et tout ce qu'on voudra, mais c'est aussi quelque chose qui m'a touché profondément, l'être qui est porteuse de la maladie, et tout ce qui permet de rendre plus facile ce parcours doit être mis en place. C'est le concept de soins de support. Et je dois dire que Sœurs Optimistes d'Avignon nous a aidés, et historiquement, la première baignoire qui a permis la balnéothérapie à Sainte-Catherine, ça remonte maintenant à 10 ou 15 ans, hein, eh bien, vous nous avez aidés à la financer. Et vous nous avez aussi aidés à financer et à démarrer notre service de socio-esthétique, dont on sait que c'est un élément extrêmement important. Donc voilà, je voulais souligner ce rôle important. Je voulais remercier aussi le Palais des Papes de nous accueillir, puisque c'est toujours un endroit où on vient avec plaisir et on est honoré de pouvoir vous recevoir ici. Cette soirée, nous l'avons voulu avec Christine comme une co-organisation de l'Institut et de Sœurs Optimistes, mais bien entendu, nous sommes là en tant que Sainte-Catherine, aussi en tant que représentants de toute la communauté des gens qui s'occupent des cancers du sein. Nos collègues et amis chirurgiens sont aussi dans la salle et je voulais les remercier d'être présents. Octobre Rose, pour 2 mots sur Octobre Rose. Octobre Rose, mois de sensibilité, de sensibilisation dans le monde entier au sujet du cancer du sein et plus particulièrement du dépistage. Et si ce soir, Claude-Pierre Gauthier, qui est le président du dépistage dans le Vaucluse, ne peut pas être avec nous ce soir, je me fais le porte-parole de ces efforts constants pour faire la promotion du dépistage du cancer du sein, mais aussi des autres dépistages. Car cette maladie, et le Covid nous l'a appris, avec l'arrêt des dépistages qui ont eu lieu pendant la première vague, vous savez, le premier confinement, se traduit actuellement par un retard au diagnostic d'un certain nombre de patientes qui étaient porteuses de cancer du sein, qui n'ont pas été diagnostiquées à ce moment-là, et qui reviennent aujourd'hui avec des cancers qui sont un peu plus gros, hein, pour faire simple, et dont le traitement n'est pas forcément aussi facile, et dont le pronostic n'est pas forcément aussi bon. Donc, nous avons appris une chose. L'expérience du Covid nous dit le dépistage, c'est extrêmement important. Et quand, mesdames, vous recevez des invitations pour le dépistage, je ne saurais trop vous recommander de vous y rendre. Et c'est important de le dire. Et je vais laisser maintenant la parole. Bonsoir, Jean-Claude Darmon. Je parlais des chirurgiens et de tous les chirurgiens. Il y a Jérémy aussi qui est là de Troyer, que je remercie. Nous sommes une équipe et je voulais que ce soit aussi toute l'équipe qui parle en mon nom ce soir. Il est important que dans cette soirée, nous avons
choisi avec Christine de donner la parole à Roland Sicard, qui est le président de l'Institut du cancer d'Avignon, Sainte-Catherine, et qui va vous parler de notre établissement et de notre entrée maintenant dans le sein des saints, c'est le cas de dire, d'Unicancer. Christine nous parlera de Sort Optimiste. Et Isabelle Sarfati, que je connais depuis très nombreuses années, qui est une très grande plasticienne française de renommée internationale, a accepté de venir ce soir nous parler. Je l'avais entendu parler sur Antenne 2 d'une femme absolument fabuleuse, elle va vous en parler, je ne dévoile rien, qui a été la pionnière en France de la chirurgie de reconstruction. Elle s'était occupée pendant la guerre de 14 des défigurés, vous savez, les gueules cassées. Et cette femme, dont Isabelle nous tracera le portrait, a été une des premières à s'occuper de la reconstruction et des seins. Donc c'est pour ça que je m'étais permis de l'inviter à Avignon, parce que je connais la qualité à la fois de la chirurgienne, mais aussi de l'oratrice. Alors sois la bienvenue, ma chère Isabelle. Donc, et ensuite, il y aura on répondra à vos questions. Si vous avez des questions à poser, on peut passer un certain temps à cet échange. Je donne la parole maintenant à Roland Sicard. Merci Daniel pour ce propos introductif. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de parler peut-être de l'Institut de cancer d'Avignon, je vais peut-être un peu parler de moi, de mon parcours dans la cancérologie. J'ai commencé en 1993, recruté par un professeur que certains doivent connaître, qui est le professeur Henri Pujol. Et je me souviens de ses premiers mots qu'il m'a dit, vous savez, monsieur Sicard, le cancer, si on le rate au départ, il ne vous rate pas après. Et donc, je donne encore plus de relief au mot de la prévention, du dépistage que nous donnait Daniel tout à l'heure, du rôle important des chirurgiens dans ce premier acte souvent de prise en charge, et surtout du travail pluridisciplinaire qu'il nécessite. C'est un travail d'équipe, prendre en charge le cancer. Patient, bien sûr, un rôle central au centre de celui-ci, mais c'est une équipe pluridisciplinaire faite de différents spécialistes qui vont jouer tour à tour le rôle. Et j'ai vu dans ces années 90, ces années de début 2000, les soins de support aussi arriver, parce que le cancer, on le ratait de moins en moins, notamment dans la scénologie, où on a fait d'énormes progrès ces 30 dernières années, mais on s'est aperçu que ce cancer, il ne partait pas forcément vraiment, et qu'il restait des choses, et qu'il fallait accompagner après le cancer, pendant et après, et donc cette prise en charge qui est de plus en plus longue, mais toujours aussi pluridisciplinaire, et surtout, quand elle est bien faite, elle est faite avec des valeurs. Et c'est ce qu'on trouve à l'Institut, et ce que j'ai trouvé en rejoignant il y a de ça 7 ans l'Institut du cancer d'Avignon-Provence, que je connaissais très bien à l'Institut du cancer de Montpellier, que j'ai dirigé auparavant, où il y a des valeurs du humaniste avant tout. Toutes les équipes de soins, toutes les équipes professionnelles, quelque part, ce qui est leur moteur, c'est d'abord servir l'humain, apporter effectivement ce service, ce don de soi dans la prise en charge. C'est aussi des valeurs qui sont très fortes à Sainte-Catherine, qui sont des valeurs d'innovation. C'est en permanence et chercher et être en veille de trouver quelles sont les dernières techniques, les meilleures techniques, les nouveaux médicaments, les meilleures thérapies pour essayer le plus vite possible, le plus tôt possible de les intégrer et d'en faire bénéficier les patients et les patientes. Et enfin, c'est des valeurs de solidarité. Quand on travaille en pluridisciplinarité dans les équipes, qu'on a différents statuts, différents niveaux, effectivement, on est un peu tous sur le même pied d'égalité. On doit travailler de concert et en solidarité les uns vis-à-vis des autres. Et dans cette période de Covid qu'ont traversé nos hôpitaux, on a applaudi les soignants, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de l'hôpital, ce qui nous a permis de tenir, ce qui nous a permis de passer ce cap, avec des situations parfois terribles et très difficiles pour les patients et leurs familles, ça a été cette forte valeur de solidarité. Et donc, c'est quel cap ? Je vais d'abord dire, ce sont ces 3 valeurs réunies qui sont à Avignon et qu'on retrouve aussi à travers le statut de cet établissement de soins, qui est une association, en fait, à but non lucratif. Finalité du gestionnaire que je porte en tant que président, c'est pas de faire des bénéfices, c'est de bien gérer l'établissement pour que, à partir de cette bonne gestion de l'établissement, on puisse avoir les meilleurs équipements de radiothérapie, les meilleurs traitements possibles, autant de médecins qu'il faut. Ça, c'est difficile aujourd'hui de trouver suffisamment de médecins, mais voilà, d'avoir toutes les équipes requises pour remplir notre rôle. Alors, dans notre région, Vaucluse, gérer un établissement de soins, c'est pas forcément facile parce qu'on a une singularité qui fait qu'il y a une croissance démographique qui est extraordinaire. On est un bassin territorial à peu près de 600 000 personnes. Moi qui viens de Montpellier, c'est à peu près tout Montpellier.
On est peu d'opérateurs en santé, en définitive. Il y a le centre hospitalier d'Avignon, il y a les cliniques privées, et il y a l'Institut Sainte-Catherine, pour un peu résumer. Et ces 3 structures sont confrontées tous les ans, plus ou moins, à une croissance naturelle du nombre de personnes à prendre en charge qui est de 3%. Donc imaginez une structure qui doit tous les ans pousser ses murs de 2%. Au bout de 5 ans, ça fait 10%. À notre échelle, vous voyez, on a une centaine de lits d'hospitalisation. Ça veut dire que pratiquement tous les 5 ans, il faut ajouter un service de plus d'hospitalisation ou ajouter des solutions de plus alternatives, augmenter les effectifs en conséquence. Et donc, en fait, c'est pour des établissements comme nous, ici, dans ces établissements, si on veut remplir bien notre prise en charge, c'est en permanence voir l'avenir, anticiper, investir. Et notamment, parler du dépistage. Aujourd'hui, à Sainte-Catherine, on est très blessé parce que lorsqu'on voit la file d'attente et les délais d'attente pour faire une mammographie, on est à la rue. Alors, on est en train de vous apporter des solutions, on y travaille activement, mais voilà un petit peu les problématiques, et Sainte-Catherine seule ne peut pas les résoudre, on doit les résoudre en attente avec les radiologues, avec nos confrères du privé, avec nos confrères du public, pour essayer de trouver des solutions. Et ça, je crois que sur notre territoire de santé, que ce soit par l'Institut Sainte-Catherine ou les autres acteurs qui sont autour de Sainte-Catherine, on a la chance de s'entendre, on n'est pas en concurrence, on est en complémentarité, on va dans le même sens, et quand on voit les problèmes venir, comme par exemple actuellement le dépistage, on sait se mettre autour d'une table, d'en discuter et de trouver les meilleures voies des solutions. Donc, je voulais parler de Sainte-Catherine, tu m'y as invité, mais je voulais surtout d'abord souligner ces valeurs qui nous animent et qui nous font fonctionner dans ce territoire. Alors, ces valeurs aussi nous aident à avoir ce qu'on peut appeler aussi la recherche de l'excellence. Pour la recherche de l'excellence, il faut aussi rejoindre dans la médecine, c'est souvent le cas, des sociétés savantes ou des groupes de structures qui cultivent ces valeurs. Et on a eu la chance cette année de pouvoir rejoindre le groupe des centres Unicancer, qui sont 19, alors l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, pour parler des Parisiens, l'Institut Claude Léon Bérard à Lyon, qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui aujourd'hui en France font bon à malin, a priori plus ou moins 30% des prises en charge du cancer, et qui jusqu'à présent étaient un cercle assez fermé, parce qu'ils ont été créés en 1945 par des ordonnances qui leur faisaient un statut spécifique et restaient entre eux. Ils ont fait une exception, il y a de ça 6 mois, en acceptant que l'Institut du cancer d'Avignon-Provence les rejoigne. Alors, on n'a pas du tout de leur statut des ordonnances 45, on a un autre statut, mais on est quand même dans les mêmes valeurs non lucratives, des valeurs de recherche, des valeurs d'excellence, des valeurs humaines. Et voilà, on a pu rejoindre ce cercle de structures, lequel déjà on conversait, mais qui aussi nous labellise et nous permet d'être plus forts, notamment lorsqu'on est dans cette veille scientifique, cette veille de recherche, pour aller chercher les nouvelles technologies qui viennent loin de nous, dans d'autres pays, et très très rapidement les ramener à Avignon et les faire vivre et fonctionner au bénéfice des patients à Avignon. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, ça va être un peu plus administratif, un peu plus technique. On a plus ou moins un suivi quotidien au jour le jour, plus de 2000-2500 patientes et patients. On n'en a que à peu près 10% de ce nombre-là qui est hospitalisé, 250 qui passent à l'hôpital de jour ou qui sont en hospitalisation complète, mais on en a la grande majorité qui sont en thérapie orale, en traitement à la maison, et qui de plus en plus, grâce à ces nouvelles molécules, n'ont plus besoin de nos lits d'hospitalisation, de nos lits d'hôpitaux de jour pour être traités, mais qui se traitent à la maison. Mais ce n'est pas parce qu'on est à la maison qu'il n'y a pas des problèmes et qu'il n'y a pas des complications. Donc, un de nos challenges, c'est de connecter ces patients et ces patientes avec notre établissement pour que, quand ça va mal à la maison, on puisse aussi vite et aussi bien répondre que quand ils sont dans une chambre d'hospitalisation ou à l'hôpital de jour lorsqu'ils viennent nous rejoindre. Donc ça, c'est aussi un autre challenge auquel nous attaquons et sur lequel aussi nous avons beaucoup d'efforts et de progrès. Et c'est là où les soins de support, où toutes les structures partenaires de soins de support aussi vont nous aider et nous aident d'ores et déjà très fortement et très utilement. C'est aussi effectivement une grosse entreprise, un institut du cancer, c'est 450 salariés, c'est 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est bien sûr des problèmes sociaux à gérer, des problèmes d'absentéisme, des problèmes de présentéisme, des problèmes de recrutement. Je parlais des problèmes de recrutement des médecins. On est en train d'aller en France, et on l'est déjà, dans une véritable crise de sous-effectif médical. Vous entendez toutes parler dans les médias.
même un centre d'excellence a du mal aujourd'hui à trouver des médecins. Et quand on a de plus en plus de malades à prendre, il n'y a pas de secret, il faut bien sûr des médecins derrière ces patients et ces patientes. Et ça, effectivement, c'est aussi pour nous un très, très, très gros souci, très, très gros problème, qui n'est pas propre à nous, qui est général à tous les hôpitaux lorsqu'on en discute avec les confrères. Et donc, il va falloir, ça, c'est la France qui va devoir apprendre ça, à soigner de plus en plus de patients avec de moins en moins de médecins. Donc, il faut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles voies. Les infirmières de pratique avancée qui commencent à être reconnues sont peut-être des futures voies de solutions et d'avenir qui vont soulager ou du moins permettre de résoudre une partie du problème. Mais là aussi, vous voyez, les hôpitaux, à quel point on doit aussi savoir s'adapter et s'ajuster. Voilà, que dire de plus? Alors, un petit mot sur la recherche quand même aussi, important à Sainte-Catherine. On essaye bien sûr... alors, qu'est-ce que c'est la recherche pour un établissement qui fait du cancer ici, pour nous? La recherche, on ne fait pas ça pour inventer la nouvelle molécule, ce n'est pas notre job, c'est le job de Sanofi, de Pfizer, des grands labos. Ce qu'on fait dans la recherche, c'est plutôt pour, dès qu'il y a une nouvelle molécule qui, a priori, va améliorer les chances, va amener un bénéfice thérapeutique pour les patients et les patients, l'enjeu, c'est de convaincre le labo de plutôt nous la confier à nous, au départ, pour qu'on puisse l'évaluer ou la proposer avant tout le monde aux patients, aux patientes. Donc, si nos équipes font de la recherche clinique, c'est pour pouvoir faire venir le plus vite possible cette innovation du médicament, cette innovation thérapeutique, de façon à ce que vous puissiez en bénéficier le plus tôt possible. Et au niveau Sainte-Catherine, on peut être très fier, d'ailleurs, lorsqu'on se compare aux autres centres de cancérologie français, 12% de nos patients et patientes bénéficient d'une molécule nouvelle, innovante dans leur traitement, alors que la moyenne en France est 5%. Donc ça aussi, c'est, je dirais, un score objectif, flatteur du dynamisme de nos équipes médicales, notre établissement, qui montre l'importance pour toutes ces équipes d'être en veille, d'être aussi reconnues mondialement, internationalement, pour que ces labos pharmaceutiques, qui, vous le savez, sont plus français, sont américains, allemands ou autres, disent, tiens, là, à Avignon, ceux qui peuvent tester nos nouvelles molécules, ceux qui peuvent effectivement bien les déployer avant tout le monde en innovation, oui, c'est les équipes médicales qui sont là, qui vont pouvoir, de ce fait-là, y proposer à leurs patients et patientes. Donc là aussi, on peut être fier de nos équipes pluridisciplinaires d'Avignon qui n'ont rien à envier à des grands pôles français et hospitaliers en cancérologie. Bien, merci Monsieur le Président de cette présentation. Je vais peut-être enlever ça. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes tous conscients de la place de Sainte-Catherine au sein, à Avignon, tous et toutes conscientes. Et c'est vraiment un grand honneur que vous nous ayez autorisé, j'oserais dire, ou que nous soyons lancés dans l'organisation de cette grande conférence que d'habitude vous tenez à Sainte-Catherine, avec le SOROP ici. Et donc voilà, je reprends un petit peu le fil du discours que j'avais un peu préparé, mais qui se déstructure parce que c'est comme ça, la vie, c'est comme ça. Alors, sur le programme de cette soirée que vous avez consulté avant de vous inscrire ou de vous décider à venir, vous avez vu qu'une personne, moi par exemple, interviendrait juste avant notre conférencière, le docteur Sarfati, sur une thématique qui vous a peut-être fait penser, mais encore un discours à dormir assis qui m'attend. Les 100 ans du Soir Optimiste International, est-ce vraiment une thématique d'Octobre Rose? Eh bien, en réalité, vous n'avez peut-être pas tout à fait raison d'en douter. J'en veux pour caution l'accueil réservé par le docteur Serin, notre cher ami Daniel Serin, je crois qu'on peut le dire, comme je le disais, qui déclame sa flamme en disant qu'il nous aime sur France Bleu Vaucluse. Non, j'ai bien retenu et ça va vous suivre. Lorsque Monique Albergati et moi-même sommes allés le rencontrer au printemps dernier, notre intention initiale était simplement de reprendre, après quelques mois où la vie s'était comme paralysée, un contact pour une action en faveur de Sainte-Catherine, comme nous le faisions depuis des années. En sachant que le Club Soir Optimiste International d'Avignon a été décimé par le cancer ces 20 dernières années. Vraiment. Ça, je pense... c'est pour ça aussi que nous sommes très,
très, très, très sensible à la cause que vous défendez et que vous portez. Mais dès que nous avons évoqué avec lui et Karine Chénel, qui n'est pas là ce soir, qui est chargée de communication à Sainte-Catherine, dès que nous avons évoqué les 100 ans du Soroptimisme, c'est lui qui a eu immédiatement l'idée d'organiser avec nous cette conférence annuelle ici, après ça on l'a, d'Octobre Rose, pour célébrer donc cet anniversaire, en l'honneur duquel vous vous demandez peut-être un petit peu pourquoi il y a des choses là sur cette table. Il y a 4 bougies. 4 bougies, ça c'est que nous n'allons pas allumer. On nous a demandé de ne pas allumer les bougies ici, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous les allumons en principe en commençant chaque cérémonie, si vous voulez, chaque séance un petit peu solennelle du Soroptimiste international, que ce soit en France, en Turquie, en Norvège, en Amérique. Les 4 bougies autour desquelles nous faisons 4 vœux pour le Soroptimiste international, pour la Fédération européenne, pour l'Union française et pour le club quand nous sommes en France. Et ces 4 bougies, donc nous avons fait toute une petite cérémonie partout dans le monde, une petite cérémonie spécifique à l'occasion de notre 100e anniversaire le 3 octobre dernier. C'est pour ça que vous voyez ces 4 bougies. Et lorsque nous lui avons indiqué, au docteur Sorin, je reprends le fil, que la fondatrice du mouvement en France et en Europe était Suzanne Noël, c'est lui qui a aussitôt bondi sur cette suggestion, et qui a eu cette merveilleuse idée de consacrer cette soirée à Suzanne Noël et à son action, pionnière de la chirurgie esthétique et réparatrice, qu'elle voyait, Suzanne Noël, comme un outil de réinsertion sociale et de lutte contre toutes sortes de maux psychologiques. Et c'est à lui aussi, donc il vous l'a dit, que s'est imposée la certitude qu'il fallait inviter notre conférencière de ce soir, le docteur Isabelle Sarfati, qu'il a appelé, je crois, dans les 2 heures après notre rencontre. Madame Sarfati vous parlera donc et de Suzanne Noël et de chirurgie reconstructive, thématique qui, vous en conviendrez avec moi, s'intègre parfaitement dans la continuité des conférences grand public d'Octobre Rose à Sainte-Catherine. J'ai rebouclé, vous avez remarqué. Quant à moi, avant même d'évoquer très très rapidement, en quelques mots, quelques 100 ans de Soroptimisme, tâche quand même très difficile tellement est riche ce mouvement, ce sont d'abord des remerciements que j'adresse donc à Sainte-Catherine, l'Institut, en la personne de son président Roland Sicard, qui est là au nom de toute l'équipe soignante et accueillante, présente ou pas ce soir. Au docteur Sorin, un merci tout particulier. À Karine Chesnel et Mélanie Hébard qui complète l'action de Karine quand elle n'est pas là. J'ai perdu mon papier. Au soutien de cette soirée, Avignon Tourisme et le conseil départemental, aux partenaires de Sainte-Catherine, le laboratoire AstraZeneca et Exact Science, qui participent vraiment très activement à cette soirée. C'était ces remerciements. Donc, en quelques mots, le Soroptimisme est né effectivement le 3 octobre 1921 aux États-Unis, où Violette Richardson, entourée d'environ 90 femmes, crée le premier club féminin au monde, sous l'impulsion d'un rotarien. Un terme, un nom, un peu difficile en français, Soroptimiste international. On nous demande souvent si nous appartenons à un mouvement religieux, si nous sommes des sœurs, si nous sommes optimistes, etc. C'est un petit peu compliqué. Notre nom vient de sorores, sœur. Effectivement, l'idée de sororité est forte aux États-Unis. Ad optimum, vers le meilleur ou le meilleur pour les femmes. Donc, quelque chose qui signifiait vraiment, au départ, que ce n'était pas simplement un club de bridge, un club de rencontre, mais un club qui avait l'intention d'agir. Et toutes ces femmes étaient engagées dans la vie active et se sont manifestées, enfin, vraiment ont créé quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une association de femmes actives s'engageant pour les autres femmes. Alors, au début, disons que ce n'était pas aussi clair que cela,
puisque la première action majeure des Soroptimistes d'Auckland a été de sauver les séquoias de Californie qui étaient menacés d'être abattus pour des raisons commerciales. Et elles ont réussi à faire une campagne d'opinion qui a permis de ne plus de préserver les séquoias. C'est pour ça que 100 ans plus tard, nous travaillons aussi à planter des arbres. Mais ce mouvement est devenu progressivement, ce club est devenu progressivement un mouvement. Un mouvement, il s'est répandu aux États-Unis, mais il s'est également répandu dans le monde, en particulier grâce à une femme, Suzanne Noël. Suzanne Noël, dont on vous racontera un peu la vie, était une femme exceptionnelle qui était fortement engagée effectivement à la fois dans une profession sur laquelle elle a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître quand même. Hein, je pense que c'est... à s'engager, j'oserais dire. Au départ, ce n'était pas évident du tout de s'engager sur ce type de démarche, hein, de devenir chirurgien. Ensuite, elle a été effectivement, mais je vous laisserai parler, elle s'est beaucoup engagée pour la cause des femmes. Et c'est elle qui a créé le premier club soroptimiste en France, à Paris fondateur, en 1924, et qui a, par son travail de lobbying, hein, qui a créé également la Fédération européenne du soroptimiste. Alors, il faut se recontextualiser. Nous étions dans une période où les femmes n'avaient pas un choix énorme quand même par rapport à leur façon je dirais pas de se distraire, mais d'agir. Il fallait quand même beaucoup d'autorisation, il a fallu quand même s'imposer. Progressivement, le club du départ est devenu la base d'un mouvement. Et ce mouvement a évolué pendant 100 ans pour devenir aujourd'hui la première organisation féminine au monde, avec plus de 72 000 membres qui agissent pour les femmes au nom de leur devise « comprendre, défendre, entreprendre » et qui ont 5 domaines particuliers d'action qui sont l'éducation, l'autonomisation et le leadership, mot que je n'aime pas trop, mais disons l'aide aux femmes et aux filles pour devenir autonomes et responsables, la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé et l'environnement et le développement durable. Nous sommes une association, une ONG internationale, donc reconnue par les instances de l'ONU et du Conseil de l'Europe. Et nous avons nous avons des actions dans le monde entier. Mais je vous invite à consulter les différents sites du Soroptimiste International pour avoir une meilleure idée de ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais juste vous dire encore quelques mots sur le Club d'Avignon, qui est né il y a un petit peu plus de 60 ans. Autour de femmes, beaucoup de femmes médecins, effectivement, engagées dans le social et dans la médecine, qui ont créé ce club, comme se créent pas mal de clubs un petit peu partout en France. Et notre club a beaucoup évolué, bien entendu, a suivi l'ère du temps. Aujourd'hui, nous travaillons effectivement dans les 5 domaines d'action du soroptimisme, avec des actions en matière d'éducation, de leadership, d'autonomisation. Par exemple, dimanche dernier, nous avons remis 2 prix Soroptimiste International France Sud-Est à 2 jeunes femmes qui se destinent à une carrière de cantatrice. Donc ça, c'était je vous ai dit, comprendre, défendre, entreprendre. Hein, entreprendre. Comprendre, nous sommes là ce soir pour parler de santé. Et 2 causes, en fait, sont prises en charge quelque part par le soroptimisme. Depuis fort longtemps, effectivement, le cancer du sein est une cause sur laquelle nous avons des actions nationales. La prévention, et donc Octobre Rose est un mois important pour toutes les soropes de France, au moins, et je pense d'Europe aussi, pour
voilà, parler de prévention, parler d'anticiper, de combattre la maladie dans ses prémices. Une autre cause, l'endométriose, sur laquelle nous nous avons organisé des conférences de sensibilisation. Donc 2 causes très, très, très féminines sur ce domaine-là. Et on va parler plus d'environnement, puisque cette année, nous allons effectivement planter des petits arbres de Suzanne Noël, des petits bois. Nous allons participer au mouvement national, les petits bois de Suzanne Noël. Nous allons donc planter des arbres dans le cadre de l'aménagement du grand site de Fontaine de Vaucluse. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voudrais juste conclure pour vous dire qu'effectivement, nous sommes un club féminin. Alors, nous sommes forcément féministes. À partir du moment où nous sommes un club féminin et travaillant pour des femmes, nous faisons partie de ce qu'on va appeler peut-être le féminisme réformiste, si vous voulez, quelque part. Ce qui veut dire que nous essayons vraiment de prendre parti du droit des femmes, le parti du droit des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie pour leur permettre d'obtenir ce qu'elles attendent de la vie. Voilà. Et je voudrais juste vous citer, tous les 2 ans, notre présidente internationale lance ce qu'on appelle l'appel international, un appel international sur optimiste. Cette année s'ouvrira donc les 2 ans de Maureen McGuire, ouvrir les portes à un avenir radieux. Eh bien, je crois que grâce à Suzanne Noël, grâce au sort optimiste, mais surtout aussi grâce à tout ce qui se fait en matière d'Octobre Rose, l'avenir pourra être radieux pour davantage de femmes. Et je vous remercie de l'action que vous menez pour nous, messieurs. Madame Sarfati, donc, je vous invite à venir nous parler. J'espère qu'on ne va pas avoir de problème technique. Il faut rallumer votre... Merci. Non, je vais juste, pour l'instant, je parle de Suzanne Noël, je n'ai pas besoin de diapo. Alors, je vais essayer de vous faire passer un bon moment en vous racontant la vie d'une femme extraordinaire. C'est votre sœur, en ce qui concerne les sœurs optimistes, c'est ma consoeur et notre consoeur. Elle est née en 1878 à Laon, dans l'Aisne. Elle s'appelait Suzanne Gros. Et elle est née dans une famille bourgeoise, personne n'a fait d'études, elle était bonne pour le dessin. Son père est mort, elle avait 6 ans, elle a perdu aussi un frère et une sœur, je crois, et elle a arrêté les études très tôt. Elle a épousé à 19 ans Henri Pertat, un médecin de 10 ans son aîné, et elle a emménagé à Paris, avenue de Villiers. Elle est arrivée là comme ce qu'on appellerait une femme oisive, et elle était bonne pour le dessin. Ils menaient une vie assez ouverte, cultivée. Ils allaient dans des galeries, allaient à des spectacles, elle s'essayait à la peinture. Mais en fait, elle s'ennuyait mortellement. Elle manquait d'emprise sur le monde. Les activités des femmes qu'elle fréquentait l'ennuyaient. Et finalement, elle décide de passer son bac. Elle est parfaitement soutenue dès le départ par sa mère et par son mari. Rien n'arrête sur Suzanne Noël, comme vous allez pouvoir le constater. C'est une femme qui a une détermination, un charisme et une liberté qui emportent immédiatement l'adhésion de son entourage. Donc elle passe son bac sans problème et elle continue sur sa lancée. Elle dit « je vais faire médecine ». Elle rentre en première année de médecine. Elle réussit la première année de médecine. Elle n'était pas la seule femme en première année de médecine. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes. Ça ne posait pas de problème particulier. En médecine, elle s'éprend d'un de ses collègues ou co-étudiants, qui lui s'appelle bien Noël. C'est là où on va retrouver Suzanne Noël. Donc elle est mariée à Henri Pertat. Elle a 25 ans, 26 ans. Elle commence médecine. Elle tombe amoureuse de André Noël, qui évidemment a 7 ans de moins qu'elle, puisqu'ils sont dans la même promotion et qu'elle a 7 ans de retard. Et puis, elle va commencer à être externe dans le service d'un chef de service qui est très apprécié à l'époque, qui s'appelle Louis Brock,
qui fait de la dermatologie. Suzanne Noël fait partie de ces femmes, enfin j'appelle Suzanne Noël, à l'époque elle s'appelle Suzanne Perta. Elle fait partie de ces femmes qui rendent intéressantes toutes les choses auxquelles elle participe et qui rendent tout possible. Donc elle est là, Louis Brock adore travailler avec elle parce qu'elle est hyper travailleuse, hyper enthousiaste, elle s'occupe extrêmement bien des autres et il la pousse à passer l'internat en espérant qu'elle fasse dermato. Elle passe l'internat, mais elle lui avoue que la dermato c'est bien, mais la chirurgie plastique c'est ce qui lui plaît. Et à regret, il lui présente Morestin. Morestin, vous ne le connaissez pas, c'est un plasticien qui est extrêmement connu parmi les plasticiens parce qu'il a été le plasticien des gueules cassées. La chirurgie plastique était balbutiante à l'époque. C'était une spécialité. D'abord, la spécialité elle-même n'existe que, je crois, depuis 1974 ou quelque chose comme ça en France. Donc, c'était une espèce de chirurgien qui touchait un peu à tout, un peu de maxillofacial, un peu sur le corps, un peu à droite, un peu à gauche. Il n'y avait pas vraiment de spécialité de chirurgie plastique. Elle tombe enceinte d'une petite Marguerite qui naît en 1908. Personne ne sait qui est le père. Ils sont tous, chacun semble persuadé qu'il est le père de l'enfant. Suzanne, je ne sais pas si elle sait ou elle ne sait pas, mais en tout cas, la situation, elle vit la situation sans grande difficulté, semble-t-il, avec 100 ans de retard pour regarder les choses. Elle est un peu débordée quand même, parce qu'un mari, un amant, une carrière hospitalière et un enfant, elle fait les choses. Alors comme elle se donne à fond dans ce qu'elle fait à l'hôpital, le mari, l'enfant, l'amant, tout le monde en pâtit, semble-t-il, un peu, mais ça ne l'arrête absolument pas. Et puis, au bout d'un moment, elle en a un peu marre et elle décide de quitter Henri Perta, qui n'arrête pas de se plaindre de son absence, pour aller emménager à Montmartre avec André Noël. Et la petite Marguerite, alors Suzanne Noël, elle profite de tous les avantages. C'est-à-dire que quand ça l'arrange d'être libre, elle est libre, mais quand elle passe d'un mari à l'autre, elle prend l'enfant, elle lui dit on change de père, et elle l'embarque avec elle parce que ça fait partie des droits des femmes à ce moment-là. Elle emménage donc à Montmartre. La petite Marguerite fait de la danse, du dessin, elle est heureuse, elle s'initie au violon, voilà. Puis elle passe l'internat, elle est 4e, elle est major à l'oral. C'est manifestement une femme qui, lorsqu'elle prend la parole, est écoutée et fait facilement adhérer à son discours. Parce que pour être major en étant femme à l'oral à cette époque-là, il fallait être sacrément forte. Et puis, elle apprend, elle a 35 ans quand même à l'époque, c'est jeune, 35 ans. Elle apprend que Sarah Bernard s'est fait faire un lifting aux États-Unis. Sarah Bernard, c'est Catherine Deneuve à l'époque. Donc, elle téléphone à Sarah Bernard, enfin, je ne sais pas s'il y a eu le téléphone à l'époque, en tout cas, elle contacte Sarah Bernard en disant « Tiens, vous vous êtes fait faire un lifting aux États-Unis, j'aimerais beaucoup vous rencontrer parce que j'aimerais beaucoup voir ce qui a été fait. » Et à ce moment-là, il y a une histoire délirante, elle s'entraîne sur des lapins avec des lapins et des pinces à linge. Donc, elle prend des pinces à linge, elle les colle aux lapins, là, comme ça, comme ça, comme ça, et elle se dit... Ma foi, si j'enlève un petit peu de peau ici, un petit peu de peau ici, comme ça va être pas mal. C'est de la chirurgie cutanée. Elle connaît bien la chirurgie cutanée. Elle a une formation de dermatologue avant d'avoir une formation de plasticienne. Et donc, elle va voir Sarah Bernard et elle réalise que les Américains... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un accident de voiture, je crois, Sarah Bernard, qu'elle avait une cicatrice là et qu'ils ont réséqué une bande de peau ici. Alors, elle regarde et lui dit, c'est bien, tout le reste du bas du visage, ça n'a rien changé. Et elle arrive, à 35 ans, à convaincre Sarah Bernard de lui laisser faire des petites excisions qu'elle a dû faire peut-être 2-3 fois avant, mais je ne sais pas vraiment, sous anesthésie locale. Et elle lui fait le lifting de Sarah Bernard à l'âge de 35 ans, alors qu'elle n'est... En fait, elle n'est même pas médecin parce qu'elle n'a pas pu passer sa thèse pour une histoire qui n'a rien à voir avec le fait qu'elle était femme, une histoire qui a à voir avec l'époque.
Et puis, à ce moment-là, c'est la guerre de 14-18. La guerre de 14-18, tous les hommes partent au front. Elle reste avec Morestin trop vieux et elle trop femme. Donc ils sont seuls dans le service à peu près, puisque la majorité des médecins sont des hommes et qui sont partis au front. Et elle va s'occuper des gueules cassées. Les gueules cassées, il faut imaginer ce que c'est. C'était au Val-de-Grâce. Ils avaient tout mis, enfin ceux qui arrivaient là, dans une grande salle qui puait, parce que les chairs nécrotiques, ça aide, les germes se développent dans les chairs nécrotiques, et les germes se développent, pullulent, et au bout d'un moment, toutes ces plaies puent. On l'appelait la salle des baveux. Les types, ils n'avaient plus de plancher buccal. C'était horrible, les gueules cassées. Ils étaient tous enfermés ensemble. Plus personne ne pouvait les voir. Eux-mêmes ne pouvaient pas se voir. Ils avaient en face d'eux des types aussi ou encore plus défigurés qu'eux. C'était monstrueux. Et ça a donné à la chirurgie plastique, ça a fait faire un énorme essor à la chirurgie plastique. C'est-à-dire quand ils se sont trouvés face à ces gens qui étaient autant dans le besoin, mais c'était un besoin tant esthétique, mais on ose à peine parler d'esthétique, parce qu'ils ne pouvaient pas sortir dans la rue parce que ça faisait peur. C'était un besoin fonctionnel, puisque si on n'a plus de congruence au niveau de la bouche, eh ben, on bave, on ne peut pas manger. Enfin, c'est des gens qui étaient vivants, sans problème vitaux particuliers, mais c'est des gens qui étaient voués à être enfermés. Ils auraient préféré mourir, très probablement. Elle n'a pas fui. Et cette chirurgie, ils se sont acharnés à essayer de réparer le mieux possible toutes ces gueules cassées. Et ça leur a donné une aisance et une expérience sur la chirurgie de la face qui a fait que la chirurgie plastique a vraiment pris un essor incroyable à ce moment-là. Pendant ce temps-là, Henri Perta se porte volontaire pour essayer les gaz moutarde et André Noël part sur le front comme médecin. Puis, Henri Perta meurt de l'intoxication par le gaz moutarde. L'expérimentation n'était pas une super bonne idée. Et elle épouse André Noël. Et c'est donc comme ça que cette femme qui était 100 fois plus charismatique, semble-t-il, et intelligente que les hommes qu'elle a épousés, est successivement passée de Suzanne Gros à Suzanne Perta, et que vous la connaissez sous le nom de Suzanne Noël. Morestin présente son travail à l'Académie française et la chirurgie plastique commence à acquérir des lettres de noblesse. Mais alors en même temps qu'elle acquiert des lettres de noblesse, la chirurgie esthétique est très décriée. Parce que devant toutes ces gueules cassées qui reviennent du front, l'idée de faire des petits trucs futiles déplaît à la population. Suzanne Noël, c'est une militante dans l'âme. C'est-à-dire que quand elle croit en quelque chose, elle est militante à fond. Et elle est militante en ce qui concerne la chirurgie esthétique parce qu'elle pense que la chirurgie esthétique permet, par le travail, puisque finalement c'est une forme de travail, c'est un travail du médecin, mais c'est aussi un travail des patients de venir se faire opérer, de pallier aux inégalités génétiques, aux inégalités sociales. Et on l'appelait la chirurgienne aux mains nues, d'abord parce qu'ils opéraient sans gants, donc effectivement. Et alors elle s'était spécialisée dans la petite chirurgie sous anesthésie locale au cabinet, ce que les Américains appellent je crois que ça s'appelle la lunch surgery, ou un truc comme ça, c'est-à-dire on s'absente entre midi et 2, on fait 2-3 petits trucs et on y va après. Elle était très connue pour ça. Il y avait des femmes qui venaient de partout pour se faire enlever 1 centimètre de peau sur le côté. Elle faisait des liftings, elle était spécialisée là-dedans. Elle devient assez people, elle milite, elle dit que la beauté est un capital et qu'il lui appartient d'aider les femmes. Et elle commence à militer pour le droit de vote pour les femmes. Je vous replace à l'époque, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est une femme qui sait faire passer ses idées, qui sait ce qu'il faut pour faire passer ses idées et qui le fait. Elle n'est absolument pas inhibée et d'une liberté absolument phénoménale. Malheureusement,
En 1922, donc elle a à peu près 44 ans, sa fille Marguerite, de 14 ans, meurt de la grippe espagnole, l'ancêtre du Covid. Et elle est dévastée, évidemment. Son mari est père putatif de la petite Marguerite est totalement effondré. Et lui sombre dans le jeu, dans l'alcool. Il aurait dilapidé à peu près toutes les économies du couple. Et finalement, sous les yeux de Suzanne Noël, se jette dans la Seine 2 ans après la mort de la petite Marguerite. Suzanne Noël ne peut pas le réanimer. Le temps de le repêcher dans l'eau, de le faire remonter, etc., il est irréanimable. Elle a à peu près tous les médias contre elle parce qu'évidemment, c'est à cause de cette femme qui a délaissé son mari, qui a continué à travailler, etc., qu'il est dépressif et qu'il a sauté dans la Seine. Elle ne se démonte pas, elle affronte les médias et elle profite du micro qui lui est tendu pour militer pour qu'il y ait des bouées sur les ponts de la Seine afin qu'on puisse sauver les gens qui se jettent dans la Seine ou qui se noient par inadvertance. C'est quelqu'un qui sait utiliser toutes les occasions que la vie lui offre. Elle écrit un livre qui s'appelle « La chirurgie esthétique, son rôle social ». Elle milite pour que la beauté ne soit plus uniquement un don génétique, mais le fruit d'un travail sur l'apparence. Alors, il y a des slogans dans la presse qui font rire maintenant, mais les choses sont toujours a posteriori assez drôles. « Mesdames, ne soyez pas égoïstes, ne laissez pas dire de votre mari qu'il a une vieille femme ». C'est tentant pour la chirurgie esthétique, mais bon, autre époque, autre mœurs. Bon. Elle commence à avoir des élèves et c'est là qu'au départ elle est contactée pour fonder un club de femmes et puis elle réalise rapidement que c'est un club ambiance petit gâteau et broderie et ça lui casse les pieds et elle entend parler du club des Soroptimistes qui s'est fondé en Californie et brutalement ça la séduit. Ça la séduit parce que la cause des femmes la passionne. C'est quand même 50% de la population qui n'a pas le droit de vote et qui vit sous tutelle. Il y a de quoi trouver une cause. Et elle fonde, avec d'autres femmes, le club des Soroptimistes français. À partir de ce moment-là, sa vie va se diviser en 2 militantismes. Le militantisme chirurgical et le militantisme pour les femmes, pour les Soroptimistes. Elle décide de voyager. Alors, elle commence à avoir des élèves, en particulier une certaine Irène, dont j'ai oublié le nom. Donc, elle laisse à Irène les rênes de ce qui se passe à Paris. Elle n'a malheureusement plus de mari ou d'enfants. Et elle entreprend de voyager. Alors, les voyages de Suzanne Noël avaient l'air d'être assez rocambolesques, parce que, autre époque, autre mœurs encore, la législation en ce qui concernait l'exercice de la chirurgie était inexistante. Donc, elle partait avec une petite mallette avec des instruments, de l'anesthésie locale, 3-4 trucs comme ça. Et partout où elle arrivait, elle faisait démonstration chirurgicale. Je vais voir ce que font les autres chirurgiens dans le pays. Et je fonde un club des Soroptimistes en ralliant les femmes autour de moi et en les motivant. Elle a fait comme ça le tour d'Europe. Elle a été aux États-Unis. Aux États-Unis, elle s'est fait faire un lifting au passage. Dans le bateau pour aller aux États-Unis, elle a opéré la moitié du bateau. Venez dans ma cabine, un petit lifting, mais bien sûr. Elle avait une conception assez égalitariste de la façon de faire payer. C'est-à-dire qu'elle faisait payer les gens qui avaient de l'argent et elle considérait que c'était de son devoir, de son plaisir, d'opérer celles qui n'avaient pas d'argent, parce qu'elle pensait que si elle qui avait fait la démarche pour aller la voir, eh ben elle méritait qu'on leur donne une chance. Elle pensait réellement que l'esthétique des femmes, que la beauté était un capital, quoi, et que donc, si elle arrangeait la beauté des femmes, eh ben elle allait arranger leur place sociale. Elle perd la vue à un moment à cause d'une cataracte. Et à ce moment-là, elle prononce un discours au Club des Soroptimistes à Grenoble. Je vais vous lire une phrase de ce discours parce qu'en plus, elle parlait très bien. « Le monde s'enfonce aujourd'hui dans le noir et la barbarie, mais l'obscurité de mes yeux ne devrait pas entraîner l'obscurcissement de mon cœur et de mon esprit. Je suis auprès de toutes celles qui se battent pour la liberté, l'émancipation et le progrès. »
Elle se fait opérer finalement, comme Monet, de la cataracte. C'est une opération qui fonctionne, mais enfin quand même, elle ne voit plus aussi bien qu'avant. Enfin, elle voit suffisamment pour ouvrir les yeux sur les croix gammées qui flottent maintenant dans les rues de Paris. Et alors là, elle fait un truc assez pratique, c'est-à-dire qu'elle est sollicitée par des nazis pour opérer des femmes, des personnes, etc. Elle joue ce jeu social, mais en même temps, elle aide des juifs à se cacher. Et après la guerre, elle a aidé pas mal de personnes à retirer leurs tatouages pour ceux qui sont revenus des camps. Son dernier discours dans l'Essor optimiste à Copenhague est, selon ses dires, un testament. Elle dit aux femmes « Soyez le cœur battant du monde, le rayonnement de vos pays, les inspiratrices, les Antigones des hommes ». Elle meurt le 16 août 52, à l'âge de 60... Non, ça c'était le 16 août 52. Elle meurt en 54, à l'âge de 74 ans. C'est une femme qui est... Au départ, je me suis dit, Suzanne Noël, on parle d'elle juste parce que c'est une femme. En ce moment, ils sont prêts à ressortir n'importe quelle femme de n'importe où, histoire de dire qu'on parle des femmes. C'est une femme qui est quand même assez scotchante par sa prise sur le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec son époque, qui participe à la vie du monde et qui fait avancer les choses. Elle a fait avancer les choses dans la chirurgie plastique. Elle a fait avancer les choses pour les femmes. Elle a été d'une liberté individuelle absolument invraisemblable quant à sa vie personnelle. Chapeau. Donc moi, je ne m'occupe pas des gueules cassées, je m'occupe de la réparation après cancer du sein. C'est aussi une cause nationale parce que le cancer du sein, c'est une femme sur 8. Donc, c'est quelque chose qui est d'un intérêt, d'un point de vue nombre, majeur. Je vais vous montrer quelques images que j'espère pas trop gore pour vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne la chirurgie plastique. Merci. Alors, et ça marche. Depuis 2 jours, on se demande si ça allait marcher. Donc, voilà, je remercie Daniel Serin de m'avoir appelé. Ça me fait toujours très, très, très plaisir. Je suis très, très contente d'être ici avec l'Essor optimiste et avec l'Institut du cancer. La reconstruction après cancer du sein, moi je travaille à l'Institut du sein, ça c'est le nom de tous mes associés. On fait tous que du sein. Le cancer du sein, il faut comprendre que chirurgicalement, c'est quand même 70% de traitements conservateurs et seulement 30% de mastectomie. Le fait de faire une mastectomie ou un traitement conservateur ne veut pas dire que c'est plus grave ou moins grave, c'est un rapport entre la taille de la tumeur et le volume du sein. Donc ça ne veut pas dire que c'est plus grave si on fait à une femme une mastectomie. Alors le traitement conservateur, souvent, quand il est bien fait et quand l'indication est bien posée, il n'y a pas de séquelles. Mais quand il y a des séquelles, avant on ne savait pas les traiter. Maintenant, grâce à une nouvelle technique de chirurgie plastique qui est ma spécialité, grâce au feeling, il est assez facile de les traiter. Les mastectomies, par contre, clairement, on enlève un sein et la reconstruction va être un peu plus compliquée. La reconstruction immédiate est toujours possible. On appelle reconstruction immédiate la reconstruction en même temps que la mastectomie. La reconstruction secondaire, elle est possible aussi, à peu près avec un petit délai par rapport à la fin des traitements. Le problème de la reconstruction après mastectomie, c'est qu'elle nécessite en général plusieurs temps opératoires. C'est une reconstruction qui est sophistiquée. Alors, qui on peut reconstruire ? Tout le monde. Tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut reconstruire tout le monde. Ça veut dire toutes celles qui veulent. Parce qu'après tout, je fais de la reconstruction d'un organe qu'on a en double exemplaire, qui ne sert à rien et que peu de gens voient. Donc, par rapport aux gueules cassées, il y a un petit décalage. Cela dit, il semblerait qu'il y ait dans cet organe une charge symbolique, érotique, identitaire, qui fait que certaines d'entre nous supportent mal d'avoir une mastectomie. Toutes celles qui veulent, pourquoi ? C'est pas, parce que ça ne modifie pas le pronostic,
ça ne gêne pas la surveillance et ça a une faible morbidité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une patiente est métastatique même, elle peut avoir une reconstruction mammaire. Il ne s'agit pas effectivement d'opérer quelqu'un qui est en mauvais état, mais si quelqu'un est dans un état qui est à peu près stabilisé, il n'y a aucune contre-indication à faire une reconstruction. Ça ne veut pas dire aussi qu'il faut absolument reconstruire. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas envie de se faire reconstruire. Il peut y avoir deux raisons pour ne pas avoir envie de se faire reconstruire. La première, c'est on s'en fout. J'ai suffisamment vu de médecins comme ça. Il faut dire que vis-à-vis des cancérologues, les patientes ne sont pas dans une position de pouvoir. Globalement, on leur dit voilà, vos meilleures chances de guérison, c'est ça, ça, plus ça. Vous signez pas, mais ce n'est pas franchement optionnel. La reconstruction, les femmes reprennent le pouvoir. C'est elles qui décident si elles veulent le faire, quand elles veulent le faire, et on discute des techniques. Donc il y a des femmes qui se font pas reconstruire en disant ça fait 1 an que je côtoie les médecins quotidiennement, je les ai suffisamment vus comme ça, je ne veux plus faire d'agression à mon corps. Très bien. Il y a des femmes qui ne se reconstruisent pas parce qu'elles disent que elles s'acceptent comme ça. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Marie, qui est adorable, qui a une mastectomie, qui l'arbore avec des contractions charme et naturel. Et quand je vais me baigner à la plage avec elle, elle peut enlever son soutien-gorge, plonger dans l'eau, ressortir, et en plus, tout le monde la regarde. Donc, OK, on n'est pas obligé de se faire reconstruire. Néanmoins, ça peut aider certaines. Alors voilà, je vous montre 2 choses. Je m'essaye à la flèche. Voilà. Donc ça, c'est une séquelle de traitement conservateur. Vous voyez, il y a une petite rétraction. Les seins, ils ne sont pas exactement au même niveau. Voilà. Et là, c'est une mastectomie. Mastectomie, ça veut dire qu'il manque un organe, quoi. Il manque le volume, il manque de la peau, il manque l'aréole et le mamelon. Alors, ça, c'est une réparation pour ce traitement conservateur. Vous voyez, en une intervention, le plus souvent en ambulatoire, grâce au lipofilling et à des petites résections cutanées, on arrive le plus souvent à obtenir de très bons résultats. Ici, pour la mastectomie, je vous présente le résultat. Donc, on a été obligé de remodeler ça là, mais surtout, on a créé un volume, on a gagné de la peau et on a refait des aréoles. Donc, c'est un peu plus sophistiqué, un peu plus lourd et ça nécessite des réadaptations. Alors, la reconstruction immédiate est toujours possible. Ça pose 2 problèmes, la reconstruction immédiate. Le premier problème, c'est que quand on pense que derrière la mastectomie, il va y avoir chimiothérapie, radiothérapie, on peut avoir peur, parce que la mastectomie est un acte chirurgical très simple, qui donne des suites opératoires très simples. La reconstruction mammaire, surtout en immédiat, c'est souvent fait avec des prothèses. S'il y a une infection ou un souci post-opératoire, ça peut retarder la suite des traitements. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça manque de médecins, de temps et de plasticiens. Sérieusement. Et c'est surtout ça qui bloque la reconstruction immédiate. Parce que même l'argument comme quoi la radiothérapie modifie les résultats de la reconstruction est un mauvais argument. Parce que si on met une prothèse, on va garder la forme de l'étui cutané. Même si ça fait une coque avec la radiothérapie, on sera toujours en meilleure position ensuite pour arranger cette reconstruction. La reconstruction différée, en règle générale, on attend 6 mois après la fin des traitements. En fait, ce qui nous gêne, c'est la radiothérapie. La chimiothérapie, dès que les personnes ont récupéré une immunité normale, on peut réopérer. La chirurgie, 2 mois après, on pourrait réopérer. C'est la radiothérapie. On ne peut pas opérer sur une peau qui a été un peu agressée par la radiothérapie parce que ça inhibe la division cellulaire. Si je dis une bêtise en cancérologie, vous m'arrêtez. Or, la cicatrisation, c'est de la multiplication cellulaire. Donc, il faut attendre un certain délai après la fin de la radiothérapie. 6 mois est en général considéré comme étant le minimum. Ensuite, ça dépend de l'état clinique de la peau.
Alors, comment on va reconstruire? On a vu que pour les traitements conservateurs, c'était facile. Comment on va reconstruire après une mastectomie? Ben, on a deux choses à reconstruire. On a le volume et la forme, et on a l'aréole et le mamelon. Le volume et la forme, on a le choix entre trois techniques. Enfin, on a à notre disposition trois techniques qu'on peut éventuellement combiner, qui sont les prothèses, les lambeaux et les fillings. Les prothèses, voilà, vous avez deux types de prothèses. Alors une prothèse, c'est une enveloppe de silicone avec du gel de silicone à l'intérieur. Il y a deux types de prothèses, des prothèses rondes et des prothèses anatomiques. Moi, en reconstruction, et habituellement en reconstruction, on utilise plutôt des prothèses anatomiques. C'est ce que j'appellerais du semi-mesure. Ça signifie qu'on a des tableaux comme ça, où on peut choisir tout en variant de quelques millimètres, 5 mm en général, la hauteur, la largeur et la projection. Donc, on prend les mesures de la taille idéale du sein qu'on voudrait faire et on va chercher dans des tableurs quelles sont les prothèses qui correspondent le plus à ces mesures-là. Et moi, en général, quand je fais une reconstruction, je commande 5-6 prothèses parce que je vais essayer pendant l'intervention. Et je ne veux pas me retrouver avec une prothèse que j'aurais prise avec des bonnes mesures et puis réaliser au bloc que, bah non, ce n'était pas celle-là. Il aurait fallu un peu plus projeter, un peu moins projeter. Moi, je vois plein. On est spécialisé en récupération de mauvais résultats après reconstruction des seins. Et une des grandes causes de mauvais résultats, c'est je n'avais pas la bonne prothèse au bloc. Je regarde, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bah, le chirurgien, il m'a dit, il n'avait pas la bonne prothèse au bloc. Donc, on surcommande les prothèses. Alors voilà deux exemples. Ici, c'est une patiente à qui on a mis une prothèse de ce côté-là, mais on a aussi mis une prothèse de l'autre côté parce qu'on ne sait pas faire des seins qui tombent avec les prothèses. Donc dès qu'il y a un sein qui tombe de l'autre côté, on va avoir intérêt à rebomber ça pour avoir un décolleté à peu près symétrique. Ce qu'on appelle, nous, le sein social, c'est-à-dire ça, là. Le but des patientes, quand même, c'est entre autres de mettre des maillots de bain et des décolletés. Donc, on est très attentif à être symétrique, surtout dans cette région-là. Voilà ici une femme qui a eu un cancer. On voit encore les traces du porte-à-pack là. Et elle a eu une mastectomie bilatérale, mais elle, on a conservé l'étui cutané, donc on a conservé l'aréole et le mamelon. Et on voit que, effectivement, plus on garde d'éléments naturels sur un sein, meilleur est le résultat. La deuxième technique, c'est le lambeau de grand dorsal. Enfin, les lambeaux, on va en voir deux, les deux principaux. Lambeau de grand dorsal, on prend une palette cutanéo-graisseuse dans le dos, le muscle grand dorsal là, un peu de graisse ici, s'il y en a. On installe une patiente au bloc sur le côté. On va disséquer ce lambeau, on va récupérer son artère et sa veine qui passent par là. On va les disséquer et on va faire pivoter ce lambeau qui va venir se mettre sur la partie inférieure du sein, ici. Qu'est-ce que ça va nous apporter? D'abord, ça va nous apporter de la laxité de la peau et du naturel. Ensuite, ça va nous apporter de la couverture musculaire sous la peau d'ici. Et derrière, on pourra mettre soit une prothèse. Alors, j'ai appuyé sur un bouton, oui, j'en étais là. On pourra mettre une prothèse si on manque de volume, mais on pourra aussi gonfler avec du filling. Ensuite, on va combiner nos techniques. Voilà une reconstruction avec un lambeau de grand dorsal. Vous voyez qu'on a pu garder le sein ici qui est assez tombant. La personne ne voulait pas qu'on y touche et qu'on a réussi à imiter avec ce sein-là. Et voilà le type de... Alors, ce n'est pas la même patiente, hein. Voilà le type de cicatrice que ça laisse dans le dos. Ça laisse une cicatrice horizontale dans le soutien-gorge, dans l'idéal. Ce n'est pas du tout un lambeau qui est gênant dans les mouvements. Ça signifie que le muscle grand dorsal, il est suppléé dans tous ses mouvements par d'autres muscles. Mais 30% des femmes peuvent se plaindre d'une espèce de gêne dans le dos qui est liée à la dissection cutanée, qui est à peu près l'équivalent de la gêne qu'elles ont pour la mastectomie. C'est-à-dire que ça tire un peu, c'est un peu désagréable. Et finalement, celles qui s'en sortent bien, c'est celles qui font de la natation, du yoga, c'est-à-dire des sports avec des étirements souples. Dernier lambeau, je suis désolée pour ce dessin qui est absolument affreux, mais j'en avais pas d'autre.
Donc voilà, ça c'est le Dieppe. Le Dieppe a des clubs qui militent pour lui. Il a des aficionados du Dieppe. Alors le Dieppe, c'est qu'on prend l'excédent cutanéo-graisseux que certaines ont entre l'ombilic et le pubis, on va disséquer les vaisseaux qu'ils nourrissent, on les sectionne, ensuite il est détaché du corps, on peut le poser sur la table à côté. J'avais un copain qui était orthopédiste et on n'arrêtait pas de lui téléphoner pour dire je me suis coupé le doigt, il s'est complètement détaché. Il disait au téléphone, tu vas faire une chose, tu prends ton doigt, tu le poses sur la table et tu t'éloignes. Est-ce qu'effectivement il est détaché? Donc là c'est pareil, le lambeau il est détaché, contrairement au grand dorsal qui reste attaché à son pédicule. Et ensuite on va le rebrancher sur des vaisseaux ici. Alors c'est une technique qui se déroule à 2 équipes pour gagner du temps, parce qu'il y a une équipe qui prélève le lambeau pendant qu'il y a une équipe qui isole les vaisseaux ici, et ensuite il y a une équipe qui ferme en bas, pendant qu'il y a une équipe qui se branche ici. Ça se pratique avec un microscope, ça dure entre 4 et 6 heures, c'est plus long qu'invasif, on reste quand même dans une chirurgie assez superficielle, mais enfin c'est long. Quand l'indication est bien posée, c'est la Rolls, parce que on enlève un petit excédent ici, il sert, alors là c'est une reconstruction immédiate, donc le lambeau il ne se voit que dans le rond, parce qu'on a enlevé l'aréole et le mamelon, ce qui est souvent nécessaire en cancérologie. Et voilà la cicatrice que ça laisse sur ce ventre. C'est idéal quand on a un petit bedon sous-ombilical. À mon goût, la technique est un tout petit peu souvent tirée par les cheveux, c'est-à-dire qu'elle est souvent proposée à des femmes qui n'ont pas de petit bedon sous-ombilical. Et à ce moment-là, ça fait des cicatrices hautes. Et je trouve que ça abîme un peu l'esthétique du ventre pour arranger l'esthétique du sein. Dans ces cas-là, je ne trouve pas ça idéal. Mais quand l'indication est bien posée, ça donne des seins très souples et très naturels. Là, je vais vous présenter la technique que je préfère. Vous allez voir, elle est extrêmement simple et elle a révolutionné les résultats des reconstructions de seins. Alors, on fait une liposuction. Ça, c'est les zones de liposuction sur une femme ronde, mais on peut aussi faire des liposuctions sur des femmes minces. On appelle ça du vol de graisse. Ça, c'est la liposuction. Vous voyez que c'est pas un peu... Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas l'habitude. C'est pas techniquement très difficile. On récolte la graisse là. On la garde stérile et on la réinjecte directement. Et là, on a trouvé les moyens de sculpter le sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir modifier la forme d'une reconstruction, qu'on va pouvoir... Oh, je vous montre là par exemple, voilà. Ça, c'est une reconstruction mammaire après un premier temps. Bah, c'est pas terrible. C'est pas mal, hein? Il y a 2 volumes de seins à peu près au même niveau, à peu près du même volume. Mais enfin bon, on voit les prothèses à l'autre bout de la pièce. Ben voilà la même patiente complètement tapissée de graisse, ça a complètement changé son aspect. Pourquoi ça change? Premièrement, je masque les contours de la prothèse. Deuxièmement, je corrige les défauts. Ça manque un peu de galbe sur le côté ici, etc. Et troisièmement, je vais augmenter l'épaisseur de tissu naturel qu'il y a entre la prothèse et la peau. Si on a 5 mm de tissu entre la prothèse et la peau, on va voir la prothèse. À partir de 1 cm, 1 cm 5, on ne voit plus la prothèse. C'est une technique sans cicatrice, puisque le prélèvement se fait à l'aide de cicatrices de 4 mm et la réinjection se fait avec des cicatrices de 1 mm. C'est une cicatrice en ambulatoire. Et surtout, c'est une technique incroyable. C'est-à-dire qu'il suffit que je la propose à une femme pour qu'elle me dise « Ah, super, j'ai plein de graisse ». En général, elles sont maigres, celles qui me disent « J'ai plein de graisse ». Je dis « C'est ça, ok ». Moi, je vois le rapport sur le dossier, le rapport poids-taille avec un BMI à 20. Je dis « Bon, on va ramer ». Mais c'est rare qu'on n'arrive pas à se procurer quand même en faisant ce qu'on appelle du vol de graisse, la graisse nécessaire. Et donc là, je vais vous montrer quelque chose de magique qui était inimaginable avant. Voilà, cette femme a eu un cancer du sein. On voit ici un peu la cicatrice de mastectomie. Cette reconstruction a été faite exclusivement avec des fillings. Alors, c'est un peu embêtant comme technique parce qu'elle a été opérée 6 fois ou 7 fois. Mais 7 fois en ambulatoire, arrivée le matin, sortie le soir, retour à la vie sociale au bout de 48 heures. Donc, ce n'est pas 7 fois une intervention de plusieurs heures. Et regardez
ce qui se passe avec ses seins. Voilà. Là, on a une technique sans cicatrice avec des seins naturels. On ne peut absolument pas les proposer à tout le monde. Il faut avoir du stock de graisse, il faut avoir de la souplesse cutanée et il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'il faut surtout habiter géographiquement à côté d'un centre qui fait du feeling. Parce que si on habite à côté, moi j'opère le vendredi, elles arrivent le vendredi matin, elles repartent le vendredi soir, elles passent un week-end vaguement tranquille, elles retournent à leurs occupations le lundi. La reconstruction de l'aréole et du mamelon, on a beaucoup progressé, et là, ce n'est pas grâce aux médecins, c'est grâce aux tatoueurs artistiques. Vous n'avez pas été sans noter que tout le monde se fait tatouer de partout. Donc, tatoueur artistique est devenu un métier prisé, et certains se sont lancés dans la reconstruction de l'aréole et du mamelon. Là, c'est une technique ancienne. De ce côté-là, on a rajouté une prothèse parce que voilà, c'était en fait, elle préférait ce sein-là. Et c'était plus facile parce que nous, on ne savait pas imiter celui-là. Donc, on a mis une prothèse de ce côté-là. Et ça, c'est une reconstruction avec un tatouage classique et une greffe d'un petit bout du mamelon de l'autre côté. Il faut pour ça que le mamelon de l'autre côté soit suffisamment volumineux. Et là, je vous présente Laurence Malzard. Alors, Laurence Malzard, elle n'est ni médecin, ni infirmière. Elle est tatoueuse artistique, elle a tatoué des anges, des fleurs, parce qu'on était verts quand même. Nous, on devait tatouer un rond assez bête et il avait l'air faux. Et eux, ils tatouent des dragons qui volent quand on contracte les muscles et ça avait l'air de fonctionner. Donc on a fini par aller leur demander de nous aider. Alors je vous présente un cas assez classique. Là, je vous ai montré des résultats parfaits parce que c'est un topo, donc habituellement on montre les résultats parfaits. Le problème de la reconstruction mammaire, c'est de faire une robe sur mesure à chaque fois et qu'à chaque fois, on tombe sur des tissus différents et on essaye d'obtenir la bonne symétrie et on retouche et on refait. C'est quand même assez prenant et engageant, je parle pour les patientes, cette intervention. Donc là, je vous présente une femme qui a un mauvais résultat. Elle a un mauvais résultat, mais elle est contente de son mauvais résultat. Elle adore ce sein-là. Ce sein-là, elle le trouve un peu bas. Elle ne veut plus retourner au bloc. Quand elle met un soutien-gorge un peu push-up, elle a un beau décolleté. Et, en gros, elle ne veut pas se faire opérer. Mais elle a un tatouage, tout fait faux, quoi. Et ben voilà, fait par une tatoueuse artistique. Ça, c'est du trompe-l'œil, quand même. Tout ça, c'est du trompe-l'œil. Et brutalement, le sein, il a l'air vrai. Et il faut voir le plaisir. Alors, moi, je suis là, j'ai ramé en général au bloc pendant 3-4 opérations. Ils m'ont dit, ouais, c'est bien, etc. Et je viens les voir dans la pièce où Laurence tatoue. Et je trouve des femmes avec un sourire d'une oreille à l'autre qui se regardent devant la glace. Et devant l'apparition de l'aréole et du mamelon qui, vraiment, ont l'air vrais, sont absolument transportés. Donc en général, on y sable le champagne à ce moment-là. Nous, on a fait, en général, quand on aligne derrière, il y a 6 ou 8 heures d'intervention qu'elles ont jugé un peu gore. Mais ça a l'air de les ravir. Donc, merci Laurence. Pour conclure, la reconstruction mammaire, c'est une chirurgie superficielle, c'est une chirurgie assez peu risquée. Mais en reconstruction après mastectomie, c'est plusieurs temps opératoires. C'est contraignant et c'est cher. Ça manque de plasticiens partout. C'est-à-dire que pour reconstruire toutes celles qui voudraient être reconstruites, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de plasticiens dans les centres anticancéreux, partout. Là, il faut voir ce qui se passe avec le Covid. Pendant 1 an et demi, ils ont à peu près entre 6 mois et 1 an d'attente, le service public, pour faire de la reconstruction. Pendant 1 an et demi, ils ont annulé toute leur reconstruction au profit d'autres choses et du cancer, effectivement. Pendant ce temps-là, il y avait des places déjà prises là. Donc là, ils ne rappellent plus les patientes. Il y a des patientes qui errent en France à la recherche de qui va les reconstruire, alors que le service public n'arrive pas à récupérer son 1 an et demi de retard. Il devrait y avoir un plasticien dans tous les centres qui font du cancer, dans tous les endroits où ça se fait. D'autres choses, c'est que la chirurgie plastique du sein ne devrait pas souffrir du protectionnisme des plasticiens. C'est une chirurgie d'organes. Je pense qu'il faut que ce soit les mêmes personnes qui fassent le cancer et la chirurgie réparatrice du sein, parce que ça réglerait pas mal de problèmes. Actuellement, nous, on a beaucoup d'Américains qui viennent se former chez nous, parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le droit de le faire.
C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les plasticiens, de l'autre côté les cancérologues du sein, et c'est de la chirurgie à double équipe à chaque fois qu'il y a un acte de chirurgie plastique. Et la chirurgie à double équipe, c'est pour un truc simple, c'est pas facile à organiser. Donc il y a vraiment quelque chose, si on veut faire quelque chose pour faire avancer la reconstruction après cancer du sein, il faut militer pour que tous ceux qui touchent au sein aient une formation de chirurgie plastique dans le sein. Voilà. Merci. Je crois que vous avez assisté à une démonstration de ce qu'est un très bon topo. Parce que Isabelle a su nous présenter des choses très très compliquées avec beaucoup d'élégance. Elle nous a fait rire aussi sur des sujets pas faciles. Et je suis très heureux de t'avoir entendu. Et je voulais que vous l'applaudissiez encore une fois parce qu'elle le mérite. Une remarque que tu as fait en fin de présentation et qui est notre devise à Avignon et avec Jean-Claude Darmon et Jérémy de Troyer qui sont là, qui sont des chirurgiens, qui sont des cancérologues, etc. Et qui justement, dans leur pratique depuis de nombreuses années, ont acquis cette compétence, sans être des spécialistes de plastie, de pouvoir être l'homme qui assure le continuum chirurgical, aussi bien de la mastectomie quand elle a lieu et de la reconstruction. Et je crois que tu l'as dit, et c'est vraiment un avantage que vous nous avez apporté par votre vision des choses. Et je tenais à le souligner devant Isabelle qui a apporté un message tout à fait clair dans ce sens. Voilà. Mais je crois qu'on devient de plus en plus des spécialistes d'organes, plus de spécialités, c'est-à-dire que je vois ce qui se passe dans les blocs, les gens deviennent spécialistes d'organes. Oui. Et donc c'est normal de posséder la double compétence quand on opère le sein. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Et je crois que nous avions prévu de pouvoir répondre. Le timing est bon là, Madame la Présidente? C'est bon? Donc... Il va falloir qu'on mène dit. Donc, si vous avez des questions, voilà, donc nous allons être 2 dans la salle à vous passer le micro. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, des observations, peut-être des compléments. Alors, c'est toujours la première qui est très difficile, mais vous passez tout de suite à la seconde. Comme on a la chance d'avoir Jean-Claude Darmon et Jérémy de Troyer, on va leur demander de faire un commentaire, puisque ce sont nos cancérologues chirurgicaux du sein sur Avignon. Et je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, que dans le classement des établissements que fait le Point régulièrement, eh bien, Urbain, enfin, le lieu où vous travaillez, Urbain 5, il faut le nommer, a été classé au 3e rang des cliniques privées françaises pour ce qui est de la prise en charge des cancers du sein. Donc, on tient à vous féliciter et à dire que pour les femmes de notre territoire de santé, avoir des équipes comme celles que vous animez, c'est assez fantastique. Voilà, donc un peu de cocorico pour se faire plaisir, mais on le mérite. Est-ce que tu voudrais faire un commentaire, toi ou Jérémy, sur, après ce que vient nous dire Isabelle, puisqu'il faut lancer les discussions. Donc, alors, je voudrais remercier Isabelle pour la clarté de son exposé et surtout d'avoir bien mis en lumière la difficulté des reconstructions. Difficultés qui sont structurelles en France, par manque de praticiens, par suroccupation des plateaux techniques, et qui sont aussi liées à la difficulté de la reconstruction en elle-même, puisque tu l'as très bien souligné, de nombreuses étapes sont nécessaires, qui chacune sont chronophages, et il n'y a pas que le DIEP qui prenne beaucoup de temps. Le lipofilling... Quelquefois, quand il y a une bonne indication de DIEP et qu'elle dit c'est trop long, je dis, vous ne vous rendez pas compte, vous allez échapper à une fois une intervention de 5 heures, vous allez en faire 4 de 2-3 heures. Donc encore merci pour la clarté de l'exposé.
Alors, merci pour ce topo super intéressant. Et moi, j'avoue que je suis très content que vous soyez venu jusqu'à Avignon, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai connu Madame Sarfati il y a maintenant une petite dizaine d'années, quand j'ai fait mon DIU d'oncoplastie et de chirurgie reconstructrice mammaire. J'étais allé la voir opérer au bloc opératoire sur le lipofilling. Et j'avoue que moi, à cette époque-là, j'ai trouvé la technique formidable. Et je m'y suis mis depuis. J'ai même abandonné complètement la chirurgie pelvienne carcinologique pour pouvoir me consacrer justement à la chirurgie mammaire et de reconstruction mammaire. Et comme vous le disiez, effectivement, on devient de plus en plus spécialiste d'organes. J'avoue que depuis, j'ai une vision totalement différente de comment j'aborde la chirurgie initiale du cancer du sein, et a fortiori quand il y a une mastectomie. Et sur le lipofilling, alors moi je trouve que c'est une technique qui est totalement magique. Vous avez montré des résultats effectivement sur des prothèses qui sont assez contourées quand on manque de matière, quand il manque du tissu. Et le lipofilling change radicalement effectivement l'aspect esthétique, mais également l'aspect fonctionnel, parce que vous ne l'avez pas abordé, parce que le topo était limité dans le temps. Mais le lipofilling apporte énormément aussi de souplesse au tissu. Et sur le bien-être, c'est une technique qu'on peut utiliser même dans une mastectomie seule quand il y a des raideurs, parce qu'il y a un effet un peu magique sur la qualité des tissus. Le fait de réinjecter ces cellules souches qui viennent du tissu adipeux permet de régénérer les tissus qui ont été abîmés par la radiothérapie. Et c'est une technique qui est devenue totalement incontournable et qui progresse de plus en plus. Et encore merci de m'avoir fait découvrir cette technique à laquelle j'adhère totalement et que j'utilise très 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 souvent au bloc opératoire actuellement. Et puis pour revenir aussi, parce que j'avoue que moi aussi comme vous, j'ai des difficultés pour tout ce qui est plaque aréolo-mamelonnaire sur la fin, et c'est vrai que c'est la finition de la reconstruction mammaire qui était jusqu'à présent chirurgicale, et puis les tatouages que nous on était amenés à faire, moi je m'y suis mis, j'aime beaucoup les faire parce que c'est un moment que je partage avec ma patiente le samedi matin pas au bloc opératoire justement, au cabinet, dans des conditions qui sont tout à fait plus détendues. Mais je n'étais pas très satisfait de mes résultats. Et effectivement, les tatoueurs artistiques se sont mis à ça pour le bénéfice des patientes, avec des effets effectivement qui sont tout à fait intéressants. Mais j'ai compris aussi pourquoi ils avaient des bons résultats. Et en ça... je retrouve un truc que j'ai lu à propos de Suzanne Noël, c'est que nous, on tatoue avec des pigments médicaux, qui sont validés, pigments médicaux, etc. Or, ces pigments médicaux, ils sont pâteux, ils virent et ils ne permettent pas un dessin fin. Eux, ils tatouent avec de l'encre de tatouage. Et l'encre de tatouage, c'est beaucoup plus fluide, c'est pas du tout la même manière de faire et ça permet beaucoup plus de finesse. Donc, j'apprends que, par exemple, l'Institut Curie, qui voulait embaucher Laurence, n'a pas pu le faire parce que, comme c'est un centre anticancéreux, ils n'ont absolument pas le droit d'acheter des pigments qui n'ont pas la norme médicale, machin, etc. Et j'appelle ma compagnie d'assurance en lui disant, bon ben voilà, j'ai un problème, quoi. Soit je fais moche et légal, soit je fais beau et illégal. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne veux même pas entendre ce que tu me dis. Raccroche, fais ce que tu veux, parce que de toute façon, on n'aura pas de problème, mais tais-toi. Et donc, pour faire ce qui est mieux, parce que c'est des encres qui ont la norme CE, c'est-à-dire qu'on va dans la petite échoppe d'à côté, elle est parfaitement légale, eh ben, il faut quelquefois être légèrement hors la loi, et c'est pas facile. Maintenant. Alors, je crois qu'il y avait une personne qui m'avait écrit pour me dire qu'elle était tatoueuse professionnelle et qu'elle viendrait peut-être. Est-ce qu'elle a pu venir? Non, apparemment non. Sinon, ça aurait été intéressant peut-être de... Oui. Si, c'est pour le... Bonsoir tout le monde. Par rapport au tatouage, finalement, il n'y a quand même pas le volume à un moment donné. Alors, est-ce que vous faites les deux techniques? On fait la greffe de mamelon quand elle est possible, ou d'autres techniques pour avoir du volume, mais certaines femmes font du trompe-l'œil, et là, on est en cours d'essai pour une prothèse de mamelon. Donc, on fait une petite incision à l'endroit de l'aréole, on glisse une prothèse avec une projection,
Ce qui ensuite, avec le trompe-l'œil, va être très beau. Pour l'instant, j'ai fait un cas avec cette prothèse et j'en ai 2 autres en décembre. À chaque fois qu'on a une technique de plus, ça ne résout jamais tous les problèmes. Ça résout une partie. Cette prothèse, elle est très bien, mais il faut avoir une épaisseur suffisante entre la prothèse de reconstruction et la peau pour être sûr de pouvoir la glisser sous la peau sans aucun risque qu'elle aille se balader dans la loge de reconstruction. Mais pour ces patientes-là, ça va donner un relief. Le plus simple, quand on peut, c'est de diviser en 2 le mamelon de l'autre côté. Mais quelquefois, il est tout petit. Quand il est très, très, très petit, on se dit, c'est pas grave, on fait du trompe-l'œil, parce que s'il est très, très, très petit, il fait pas de relief sous un t-shirt, c'est pas si grave qu'il n'y ait pas. Le problème, c'est les formes intermédiaires, avec un mamelon trop petit pour qu'on en prélève, mais trop proéminent pour que la personne... Parce que ça se voit à travers un t-shirt ou un maillot de bain. Et donc... voilà, mais à chaque fois, on avance dans les solutions. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des greffes de petites lèvres qu'on gonfle aussi après avec de l'acide hyaluronique. Donc il y a plein de petites techniques qui marchent. Merci. Moi, je voulais vous poser une question. Vous avez dit que ce style de reconstruction était très cher. Comment est faite la prise en charge? C'est une prise en charge... C'est une reconstruction qui est intégralement prise en charge par la sécurité sociale. Mais soit le problème, c'est la multiplication des temps. Donc soit c'est fait dans des centres anticancéreux, mais en tout cas à Paris, en ce qui concerne Curie et René et Gustave Roussy, ils n'ont, semble-t-il, pas le temps au bloc opératoire de réopérer les gens plusieurs fois comme ça, parce que ça, en fait, ça vole du temps de bloc opératoire à des cancers. Les plasticiens en privé préfèrent faire de la chirurgie esthétique qui est mieux cotée. Donc il y a un truc de marché qui fait que la sécurité sociale, si vous voulez, la sécurité sociale, quand elle prend en charge une reconstruction mammaire par prothèse, elle paye le chirurgien autour de 200 €, je crois. Sur ces 200 €, nous, on paye les aides opératoires, le loyer, le machin, etc., etc. Donc, on ne peut quasiment pas le faire sans dépassement d'honoraires à tout le monde. Et avec les décrets de Marisol Touraine qui empêchent en gros les mutuelles de rembourser les dépassements d'honoraires, on arrive avec un reste à charge qui est important. C'est bien de faire les plans cancer et que tout le monde doit avoir une reconstruction, etc. Mais si les actes, mais ce n'est pas que les actes de chirurgie esthétique, c'est vrai de tous les actes de chirurgicaux, les actes des médecins, à force de ne pas les coter à leur juste valeur, eh ben, on pousse au dépassement d'honoraires et du coup, ça finit par coûter cher aux patients. Merci. Bonsoir, merci pour votre présentation qui était vraiment très intéressante. Moi, je ne suis pas de la partie du tout. J'avais une question, c'est la position de la France et des chirurgiens français dans la reconstruction par rapport au reste du monde. Vous nous avez beaucoup parlé de Suzanne Noël et de ses voyages, donc j'avais envie d'élargir et de savoir qu'est-ce qu'il en est en termes de technique par rapport aux autres pays du monde. Est-ce que la France... Voilà. Merci. On est très fort. On est très très fort pour justement parce qu'on n'a pas été aussi protectionniste que les Américains, par exemple. On est beaucoup plus fort que les Américains parce que les Américains ont séparé, mais cloisonné complètement les chirurgiens du cancer et les chirurgiens de la plastique et que ça a donné ces désastres où il y a un trou. À un moment, il faut réfléchir, que ce soit la même personne qui réfléchisse. On a un système de santé qui couvre une population de façon assez remarquable. Ce n'est pas idéal, mais on va dire que dans les pays du monde, on a quand même une population qui est remarquablement couverte. Et sur les techniques, je trouve qu'on est assez fort. On reçoit des étudiants vraiment de partout en France. On est plutôt très très bien placés. Je vais faire une remarque sur ce que vient de dire Isabelle. Ce que tu viens de dire sur le cloisonnement aux États-Unis entre, par exemple, tu as pris l'exemple des chirurgiens oncologues du sein et de la plastie.
Actuellement, aux États-Unis, c'est une des caractéristiques de la prise en charge d'une malade, mais que ce soit en cardiologie, en cancéro ou dans toute autre pathologie, c'est le saucissonnage. Excuse-moi, c'est un peu trivial ce que je dis. C'est qu'on a un spécialiste, demain on aura un spécialiste du sein droit, un spécialiste du sein gauche, un spécialiste de ceci et de cela. Et donc, ce qui manque, c'est dans le parcours de soins, ce que Isabelle et Jean-Claude viennent de dire, c'est cette nécessité d'avoir une vision globale de la prise en charge, parce que le défaut de la médecine américaine, c'est ce découpage en tranches et qui communique très peu. Et sinon, les gens qui font la synthèse sont rares. Sur le sein, tu as raison, mais dans l'autre sens, dans les urgences, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'aux urgences, eux, ils cloisonnent pas leurs patients, et on voit dans les épisodes de série que le type, il arrive, il fait l'écho, il intube, il perfuse, il me pose un drap, etc. C'est la télé, ça. Non, mais en vrai, c'est comme ça aux urgences, c'est eux. Alors que chez nous, c'est le malade, il arrive, d'abord qu'il faut qu'on attende que le brancardier arrive, ensuite il faut attendre que quelqu'un fasse l'affiche, ensuite il faut que quelqu'un l'amène à la radio, quelqu'un le ramène de la radio, que la radio soit interprétée, etc. Donc nous, le saucissonnage, on le fait aux urgences. Et eux, ils l'ont fait dans un autre domaine. On va rechanger, c'est le vôtre. D'autres questions? Aussi bien à notre conférencière qu'à nos intervenants qui ont pris la parole pour nous parler de ce qui se passe à Avignon aussi. Oui, pardon. J'arrive. Ah, tu vas. Merci. Bonsoir. Donc, écoutez, je suis désolée, mais je suis d'un naturel extrêmement curieux. Et en fait, j'avais envie de savoir ce qui vous avait amené à intervenir précisément dans ce domaine en tant que chirurgienne plastique, parce que ce dont on entend parler habituellement, en tout cas à Avignon beaucoup, c'est des chirurgiens qui vont s'épanouir dans des cabinets privés, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à intervenir sur les femmes, et est-ce que ça a un lien avec aujourd'hui Sœurs Optimistes? Je dirais, comme tout, quoi, le hasard et la nécessité. Donc, j'étais plasticienne. J'étais amoureuse de Krishna Kloff, qui était chef de service de l'Institut Curie. Et donc, il était coincé à Curie parce qu'il ne savait plus quoi faire de ses reconstructions, parce qu'il n'avait pas de place au bloc. Il voulait réserver les places au bloc à la reconstruction immédiate, et il ne savait plus quoi faire de la reconstruction différée. Et il ne pouvait pas les envoyer n'importe où, parce que partout, on leur demandait des dépassements d'honoraires importants. Donc il m'a dit, écoute, je te les envoie à une condition, je ne veux pas entendre parler d'argent. Tu te débrouilles avec leur mutuelle, avec ce que tu veux, mais tu reconstruis tout le monde. Et il n'y en a pas une qui me rappelle ensuite en disant ben non, je ne peux pas, etc. Et donc, du coup, je me suis hyper spécialisée dans le sein parce que j'en ai fait. Et ensuite, lui en a eu marre de la paperasserie de Curie qui refusait de lui ouvrir une école, lui donner un stylo vert et Dieu sait quoi. Et un jour, il m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on s'installe ensemble et qu'on fasse l'Institut du sein? Et je lui ai dit oui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Des paupières, des nez, des liftings, etc. Il m'a dit, t'as qu'à les faire si ça te fait plaisir, mais on va afficher une monospécialité. On va se mettre en monospécialité. Et de toute façon, si tu fais tout, tu n'arriveras pas à faire avancer les choses dans un domaine. Donc si tu veux publier, enfin lui c'était un ancien chef de service, donc c'est publication, machin, etc. Si tu veux publier, il va falloir que tu surspécialises, parce que tu ne pourras pas être surspécialiste de tout. Et de fait, c'est ce qui s'est passé, et c'est extrêmement agréable. Alors maintenant, je peux raconter des tas d'histoires romanesques. On peut dire que le sein, c'est le premier objet de désir, tant pour les garçons que pour les filles, puisque c'est la première chose que théoriquement le nourrisson suce à la naissance. En tout cas, si ce n'est vrai, c'est fantasmatique, c'est ce qu'on voit dans tous les films d'accouchement. Que c'est le premier sevrage d'un enfant, que moi j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 20 ans, et qu'après j'ai pas pu m'en passer, j'ai continué sur le sein. Enfin, les choses racontées à l'envers, on peut les raconter un peu comme on veut, mais en pratique, voilà. Et puis, c'est une pratique très agréable. J'ai une clientèle
avec laquelle je m'entends extrêmement bien. Je suis assez contente de faire que du sein, mais je ne fais pas que de la reconstruction, je fais des malformations, je fais de l'esthétique, etc. Mais c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise. Et c'est un domaine chirurgical simple qui, je dis souvent, je ne sauve pas des vies, je sauve les apparences. Je fais une chirurgie super facile, parce que je fais une chirurgie superficielle, je ne me réveille pas le matin en disant j'espère que je ne vais pas couper la aorte aujourd'hui. Donc je vois ce qu'ils font dans les autres salles, ça me semble d'une technicité et d'une difficulté qui est autre. Mais je suis sculpteur. Et donc je m'occupe de la forme, du volume, etc. Et c'est quelque chose qui me convient très bien. C'est ça sur mesure, comme certains font des robes sur mesure. Bonjour, donc Patrice Sapeb, je suis le directeur de l'Institut Sainte-Catherine sur le plan administratif et je vous ai écouté avec beaucoup d'attention aussi. Tout à l'heure, notre président parlait de la place de la recherche et l'innovation plutôt sur les traitements cancéreux. Quelle est la place de l'innovation et du futur dans votre domaine d'activité, notamment par exemple vous parlez beaucoup de vos mains, parce que vous êtes un artisan du métier. Quelle est la place de la chirurgie robotique demain? Est-ce qu'il y a des choses dans les tuyaux dont on n'entend pas parler, mais qui se profilent à l'avenir? Alors, la culture de graisse, parce qu'il est évident que si on arrive à partir d'une seringue de graisse à fabriquer 1 litre de graisse de la personne, eh ben, ça va complètement résoudre nos problèmes de feeling et de prélèvement. Je dois dire que s'il n'y avait pas le prélèvement, les feelings, je les ferais sous local. Donc, la culture de graisse, les matrices acellulaires, alors c'est un peu technique ça, mais en gros, ils prennent de la peau, alors soit synthétique, soit des animaux, qui sont complètement on enlève toutes les cellules, il reste que la trame conjonctive, et cette trame conjonctive est réinvestie par les cellules du corps. Ça permet, par exemple, en reconstruction, quand on met la prothèse en reconstruction immédiate derrière une loge musculaire, la loge musculaire est souvent un peu serrée. Si on peut rajouter un espèce de bas de soutien-gorge dans une matrice acellulaire, c'est bien. La reconstruction 3D, on pourrait prendre une copie du sein et fabriquer une prothèse qui est exactement la forme qui nous intéresse. Les progrès en cancérologie, on commence à identifier de plus en plus de cas de patientes où on pourrait conserver l'aréole et le mamelon avec les mêmes taux de guérison, et c'est mieux. Donc il y a plein de choses, ça avance assez vite en fait, parce que les pays communiquent beaucoup plus entre eux qu'il y a 100 ans, et cette communication fait que les choses avancent vite. Il y a un truc qui m'a amusé en travaillant là-dessus. Facebook, si j'avais voulu vous montrer des photos de gueule cassée, j'aurais pu en trouver des tonnes sur Facebook, à droite, à gauche, etc. Facebook et Instagram censurent systématiquement les images de seins. C'est quand même très particulier. Non mais c'est très particulier. À se demander si les hommes et la femme ne sont pas d'accord sur un sujet, c'est que le sein serait un organe magique et que sa seule vue devrait suffire. Si on montre les seins à tout le monde, on a l'impression que les hommes ont peur de ne plus bander à la seule vue des seins, que les femmes ont l'impression qu'elles ne feraient plus bander à la seule vue d'un sein. Résultat, cette espèce de censure sursexualise les choses, comme d'habitude dans ces phénomènes-là, et je trouve que c'est assez dingue que la position du monde par rapport au sein est totalement hystérique. Très bizarre. Je ne fréquente pas les boîtes de strip américaines. Rassure-nous. Rassure-nous. Mais même dans les ça boîtes ressemble de... à une dénégation, tu sais. Bon, faut avouer, t'as de moitié pardonné, tu vas me dire. Non, bon. Dans les boîtes de strip américaines, les femmes ont toujours quelque chose qui cache le mamelon.
Et même dans les films qui sont un peu osés américains, vous verrez, on ne voit jamais les seins. Et c'était la censure nord-américaine très pudibonde, très puritaine, qui s'est exercée pendant très longtemps. À côté de ça, qu'un type zigouille une dizaine d'enfants au pistolet, etc., dans les films, no censure. Ouais. Donc c'est quand même le sein des femmes a quand même une position très très particulière dans le monde, quelque chose qui fait que ça aurait le pouvoir de troubler l'ordre social. Exactement. Très bizarre, quand même. Bon, on l'aurait su de... tu sais, Jean-Claude... Bon. Y a-t-il d'autres questions ou interventions? Peut-être pas tout le monde, peut-être que tout le monde ne va pas nous raconter ses expériences de boîte de striptease, mais pourquoi pas? Et ça y est, je crois. Quelle est la proportion de femmes chirurgiennes plasticiennes par rapport aux hommes? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'il y a une égalité ou... D'abord, il y en a de plus en plus, clairement. Ensuite, c'est assez amusant. Il y a des patientes qui me disent je vous l'ai choisi parce que vous êtes une femme. Actuellement, être une femme, c'est un sésame. En gros, on a peu de temps pour profiter de ça, mais actuellement, je peux harceler un mec, faire n'importe quoi. Je suis une femme en ce moment, j'ai à peu près l'impunité. Les mecs sont sur la sellette, ils s'en prennent plein partout, etc. Donc les gens disent que je suis une femme. Je vais vous raconter une expérience concernant une de mes copines qui m'a beaucoup marquée. J'avais une copine qui voulait que je lui fasse une liposuction. Je ne voulais pas faire de liposuction parce que je trouvais qu'elle n'en avait pas besoin et que c'était complètement débile et qu'elle était très bien comme ça. Et elle était absolument persuadée que je ne faisais pas la liposuction parce que comme elle était ma copine, je ne la faisais pas payer et que donc ça ne m'intéressait pas, mais que si elle avait été une cliente normale, elle aurait eu droit à sa liposuction. Je dis bon, d'accord. Et je lui dis écoute, on va faire un truc, je vais te montrer à un de mes collègues. S'il dit que tu es une bonne indication pour faire une liposuction, je la fais. Je la montre à mon collègue qui était un assez beau mec, assez dragueur. C'était phare, loin avant MeToo. Et il la regarde et il émet un sifflement en lui disant t'es canon, etc. J'entends plus parler de liposuction. Je dis quoi? Il a suffi qu'un mec dise un truc que je répète pendant 10 heures pour que tu l'entendes. Donc je pense qu'il y a ce qu'on projette sur le chirurgien, en fonction qu'il soit homme ou en fonction qu'il soit femme, et fantasmatiquement totalement différent. Et ensuite, je commence à être un tout petit peu saturée de la division binaire du monde en hommes et femmes. C'est des êtres humains. Les féministes, c'est pas que les femmes. Le patriarcat, le poids du patriarcat sur les femmes, c'est un poids culturel qui a été en grande partie véhiculé par les femmes, parce que je sache, tous ces garçons ont eu des mères. Donc, elles ont été les premières à véhiculer ces valeurs du patriarcat, et je trouve que cette division commence à nous limiter. Mais je crois que c'est peut-être une belle conclusion, sauf si quelqu'un veut encore intervenir. Je crois que oui, vous avez raison. Vous avez raison. Venant de votre part, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais je crois que les plus antiféministes sont souvent des filles, des femmes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, vous avez vraiment présenté... oui, nous sommes quand même heureuses, je dois dire, que vous soyez une femme. Je vous l'ai dit, c'est un sésame. Je l'avoue quand même un peu. C'est-à-dire que, voilà, on peut montrer au monde entier que, oui, des femmes font comme les hommes, sont comme les hommes, que les hommes font comme les femmes, que nous sommes effectivement tous semblables et tous égaux. Et ça, on vous en remercie beaucoup. J'ai peut-être dit quelque chose qui ne vous plaisait pas. Non, je veux pas faire comme les hommes, moi, je veux faire mieux. C'est vous qui l'avez dit. C'est parfait.
Voilà, mais s'il n'y a plus de questions, je tiens vraiment à vous remercier. Et je pense que, au nom de Sainte-Catherine, comme au nom du c'est moi qui vous d'Avignon, remercie. vraiment un très très grand merci. C'était passionnant. On a appris beaucoup de choses sur Suzanne Noël, même si nous, on en connaissait un petit peu. Mais les Sœurs Optimistes ont fait une sous biographie cet de aspect-là, Suzanne Noël. c'était quand même quelque chose d'un petit peu décoiffant. Je pense qu'il reste quand même à faire une étude sérieuse de ce qu'est le soroptimisme. Parce que, justement, vous avez parlé de ce militantisme, de cette qu'elle ne voulait pas manger des petits gâteaux et boire du thé, elle voulait agir. Je pense que c'est important, je pense qu'on ne connaît pas bien, finalement, scientifiquement, je veux dire, un historien devrait s'attaquer peut-être à l'histoire, à la vraie histoire, pas on raconte ce qui s'est passé, mais on analyse la place, comment on est passé de ce club de femmes qui défendent des arbres à des femmes qui aujourd'hui dépensent plusieurs millions de dollars chaque année dans le monde pour aider des femmes à s'en sortir, j'oserais dire, ou à s'épanouir. Je pense qu'il y a de vraies choses et j'ai l'impression, je ne l'avais jamais entendu comme ça et je me dis que Suzanne Noël a fort probablement contribué à cette évolution. Et donc, nous sommes fiers d'être françaises et européennes vis-à-vis aussi de cette marraine, de cette marraine. Donc, vous savez, je pense qu'il y a un prix qui s'appelle le prix Soroptimiste, qui est donné, je crois, tous les 2 ou 3 ans à une femme chirurgienne, plasticienne, pour l'aider à poursuivre soit ses études, soit une thèse, soit des recherches. Et ça, c'est au niveau de l'Europe qu'elle est distribuée. Et je pense qu'on peut tous en être très fiers. Voilà. Un très, très grand merci. Excusez-moi, j'ai des problèmes de souffle. Le masque n'aide pas. Voilà. Donc, un très grand merci à vous, Isabelle. Un grand merci à vous, Daniel. Messieurs, merci beaucoup d'être venus, d'avoir pris la parole et de nous avoir sensibilisés encore davantage à cette cause que vous défendez tous. Merci beaucoup à vous tous. Juste un dernier petit mot. Si vous vous intéressez à nos activités, d'abord aux activités de Sainte-Catherine, sachez qu'on avait ouvert effectivement une petite collecte LOASO pour vous inscrire. Il est toujours temps de le faire. Je ne vais pas clore le compte ce soir, même si effectivement il est clos, mais je vais le réouvrir si jamais vous le souhaitiez. Et puis nous nous retrouverons, nous les Sœurs Optimistes, le 9 décembre. Alors là, nous changeons de couleur, c'est-à-dire nous passons du rose à l'orange. Nous allons oranger le monde autour des 15 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, parce que c'est aussi un de nos créneaux et de nos credos. Mais la défense de la santé des femmes, c'est aussi une violence, la maladie, c'est une violence aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous tous.